Aujourd'hui, alors je vais vous partager, je pense, ça, c'est bien ça, Waouh! Formidable! du premier coup, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Alors, je vais vous proposer de parler de la relation entrepreneur-grand groupe. Et une des raisons qui m'amène à ça, c'est que souvent, les entrepreneurs peuvent être amenés à penser que aller chasser des grands groupes est une bonne façon de se développer plus vite. Et le problème, c'est que les raccourcis sont pour ceux qui ont le temps. Pensez-y cet été, quand vous voulez prendre un raccourci, c'est que vous avez le temps, parce que à défaut, vous allez prendre un risque trop important et que finalement, les raccourcis peuvent être plus courts, mais ils peuvent prendre plus de temps. Si vous voulez une autre comparaison, hein, c'est les spécialistes, enfin, ou plutôt les pratiquants de l'aviation civile vous disent que l'avion est le moyen le plus rapide pour aller d'un point à un autre quand on a le temps, parce qu'il y a des aléas météo qui font qu'il vaut mieux, dans certains cas, être prêt à attendre. Alors, qu'est-ce que je vais évoquer aujourd'hui? Je vais vous évoquer la question de la vente au grand groupe, avec le mythe de la vente au CEO, le problème de la vente par le bas et le fait que finalement les grands groupes n'existent pas. Et puis après, on parlera de la question de la gestion de la relation, une fois qu'on a réussi à vendre, de quelque part de l'après-vente. Donc comment le réussir. Alors le CEO qu'on peut réussir à convaincre parce qu'on va au golf avec lui, ça fait partie d'illusions que nous observons régulièrement chez Melchion. Et c'est pas si simple parce que courir après le CEO, ça pose la question du pouvoir qu'a réellement le CEO. Parce que en fait, le patron d'un grand groupe, eh bien, il est pas tout seul. Il a autour de lui une technostructure. Il a des règles qui s'appliquent à lui et la compliance est finalement la façon qu'on a de parler de ça. Et puis, il y a aussi, et c'est très vrai en tout cas en France, une forme de défiance. Je me rappelle d'un de mes oncles qui avait un poste dans une de ces banques du Crédit Lyonnais qui avait beaucoup de relations avec des gens comme Bernard Tapie. Pardon. Il était chargé de gérer notamment cette relation avec Bernard Tapie, mais il avait son président qui lui demandait régulièrement de faire des choses. Et lui m'expliquait que son rôle était de réussir à ne pas faire ce qu'il lui demandait de faire sans le lui refuser, parce que s'il le lui demandait, c'était qu'il ne voulait pas le faire lui-même, et donc il y avait cette forme de défiance. Alors, la défiance, elle peut exister parce que on est, dans le cas que je citais, aux frontières de l'honnêteté, mais euh, dans d'autres cas, c'est juste la défiance parce que le CEO parle de sujets qu'il ne maîtrise pas techniquement et que les décideurs de ces sujets vont être, eux, plus compétents et vont donc pas considérer que quelque chose d'intelligent puisse venir du CEO sur ce point. Donc, c'est pour dire que avoir comme point d'entrée le CEO, pourquoi pas, mais ça va être long et ça va être très subtil. Ça va être très subtil parce qu'il faut admettre qu'il n'est pas capable, le CEO, d'imposer une décision, mais qu'il peut nous guider et nous amener aux bons endroits et nous faire de ce fait gagner du temps et, et, euh, et de la probabilité de réussir. Alors après, l'autre tendance, c'est d'aller faire un biais
d'aller faire un deal avec une sous-filiale. C'est d'aller, à l'occasion d'une rencontre, commencer à travailler avec un directeur technique, manager d'une entreprise qui appartient à un grand groupe. Et souvent, je vois mes clients revenir vers moi en disant « Ah, c'est bon, je suis en train de faire un contrat avec… et là, mettre le nom d'un grand groupe, SNCF, Engie, etc. Et puis, quand je creuse, après 3-4 questions, non, ce n'est pas Engie, c'est une filiale d'Engie qui est responsable pour l'Île-de-France de la partie entretien dans les bâtiments qui ressemblent à ça ou ça. Alors, vous allez me dire, bon, ben, écoutez, pourquoi pas, c'est déjà une porte d'entrée, c'est déjà un premier pas dans la porte. Alors, qu'est-ce que ça pose comme problème? Ça pose comme problème d'abord que c'est fréquent que notre interlocuteur ne comprenne pas la structure dans laquelle il se trouve. Il est un collaborateur, il est un cadre, il a été nommé là, souvent il ne sait pas très bien pourquoi, sa mission lui a pas forcément été très bien décrite, et dans la plupart des cas, il ne connaît pas bien son environnement, la façon dont la décision se prend, etc. Et pourquoi c'est souvent le cas? Parce que si ce n'était pas le cas, il serait déjà ailleurs. S'il savait manipuler sa structure, il serait probablement à un autre niveau. Alors, tout ça, bien entendu, souffre d'exceptions. Tout ça, évidemment, peut être contesté par le fait qu'on ait pu rencontrer un contrôleur de gestion dans une sous-filiale qui a réussi en 2 temps 3 mouvements à faire remonter une bonne idée dans la structure. On a, ça peut-être commence à devenir un peu ancien, mais une époque où n'importe quel contact chez Microsoft France était susceptible en 3-4 jours de nous ouvrir un rendez-vous à Seattle. Et je vous parle d'une époque où ce n'était pas si simple de faire un Paris-Seattle, ou en tout cas c'était moins fréquent. Donc certaines structures arrivent à faire ça, certaines structures se sont organisées pour ça, mais c'est quand même relativement rare. Et en plus, en général, on est face à quelqu'un qui n'a pas un vrai budget. Donc, du coup, va nous demander des efforts et on va passer beaucoup de temps dans ce qui est pour nous un investissement et qui va pas rémunérer suffisamment l'investissement que l'entreprise est obligée de faire dans cette relation. Donc ça, c'est un deuxième sujet. Il y a un troisième sujet qui est qu'on est très clairement face à des décalages de contraintes. C'est-à-dire qu'en fait, on est avec des cadres de grands groupes qui travaillent sur des notions de budget annuel, travaillent sur les notions de prochaine opportunité de parler avec leur N+1 ou N+2 dans 3 à 6 mois. Et l'entrepreneur qui, lui, a besoin de vendre la main tout de suite, risque d'en souffrir. Le dernier biais que je vois fréquemment et qu'on voit fréquemment chez Melsion, c'est finalement d'ignorer qu'on est face à des entreprises qui ne sont pas un tout. Donc on parle de Renault, on parle de SNCF, on parle de EDF, mais elles n'existent pas. Donc la grande entreprise n'existe pas. Si vous voulez, je vais faire référence à Yuval Harari. Yuval Harari, dans son livre Sapiens, explique que l'homme parce qu'il est un
être doué de conscience de soi, va être à la fois très stressé par le fait qu'il est conscient du coup que son futur peut être très dangereux, mais il a aussi comme caractéristique de pouvoir parler de choses qui n'existent pas. Et l'exemple très précis que cite Yuval Harari, c'est l'exemple de Peugeot. Alors Peugeot, pour vous au départ, c'est le concessionnaire d'à côté. Mais en même temps, pour d'autres, Peugeot, c'était une de ces entreprises qui existait au 19e siècle, ou bien une grande usine euh, euh, comme celle qu'ils ont au Maroc actuellement, ou comme celle qu'ils ont eu toujours à Sochaux. Ou bien même, on va penser au siège social, à ceci près qu'ils l'ont vendu, qu'ils vont déménager. Donc, l'entreprise Peugeot est toujours là, mais pour autant, toutes ces représentations-là ont chacune d'entre elles une relativité. Si je vous parle des modèles de voitures Peugeot, ça va être pareil, parce qu'entre ce modèle des années 1900 et le dernier modèle sur lequel ils bâtissent leur marketing, il y a quand même un écart important. De la même façon que si on parle des hommes, si on dit non, mais Peugeot, en fait, c'est les hommes. Oui, mais alors c'est ceux-là, ou bien est-ce que ce sont ceux-là, ceux d'il y a 80 ans, ou ceux qui sont en train de se réunir à l'usine actuellement. Et si on parle des dirigeants, en plus chez Peugeot, il y a la notion des dirigeants familiaux ou des dirigeants appointés, dont celui qui dirige actuellement. Et à ça s'ajoute le fait qu'en plus, les images, les symboles, etc., vont aussi varier, puisque entre ce sigle actuel et le sigle d'il y a 50 ans, et l'ensemble des sigles qui ont été utilisés à un moment ou à un autre, eh ben, on est face à une relativité complète de l'existence même de ce grand groupe qui est Peugeot. Donc on ne vend pas à un grand groupe, on ne vend pas à Peugeot. On vend à un groupe de personnes identifiées au sein de Peugeot. Et quand je vous parlais de la question de la méconnaissance de la géographie du groupe, vous avez dans des séries télé américaines, vous savez, cette espèce d'idée que les enquêteurs font un grand panneau sur lequel ils mettent les photos de tous les suspects, de toutes les parties prenantes de l'enquête et des relations entre chacun. Bon, bah, finalement, vous devez être capable de faire la même chose, de savoir que ce n'est pas le propriétaire qui va décider, qui va se défausser sur son CEO, qui lui-même va se défausser sur le CTO, mais qui est d'ailleurs quelqu'un qu'on ne connaît pas, alors que le directeur marketing semble avoir un impact sur lui et que le directeur financier ne supporte pas le directeur marketing. Il va falloir faire ce travail dans le groupe que vous souhaitez convaincre dans l'usage de vos produits. Et du coup, le rôle que vous allez devoir attribuer à votre contact actuel, c'est le rôle du chevalier blanc. Alors, donc là, vous reconnaissez tous Gérard Lanvin. J'ai cru que c'était toi, jeune. Jeune, hein. Alors sachez pour la petite histoire que c'est le moment où il s'est fait voler sa femme par Renault, hein, puisque il est parti faire ce tournage, il a planté un, un producteur de théâtre qui a embauché Renault à sa place et Renault n'attendait que ça pour lui voler sa femme. Et je vous rappelle que Gérard Lanvin et Gérard Lambert pour Renault dans ses chansons. Donc, mais bon, apparemment, ils ont continué à se parler. Le chevalier blanc, donc, c'est un membre de l'entreprise qui va prendre fait et cause pour vous. Il doit donc être convaincu, influent si possible,
tenace, ben, certainement, et ben, il vaut mieux qu'il soit armé. Donc ça va être votre rôle. Alors, bien entendu, vous allez lui envoyer de la doc. Bon, bah ça, c'est l'épée du chevalier. Et puis, vous allez lui fournir des démos, vous allez lui fournir des outils. Donc ça, c'est l'écu du chevalier. Et par ailleurs, vous allez vous-même envoyer des emails, des présentations. Et ça, c'est l'artillerie qui aide le chevalier. L'alternative à ce chevalier blanc en interne, c'est le cheval de Troie. Et oui, hein, on va encore plus loin. On était dans le médiéval, maintenant on va dans l'antique. Pourquoi le cheval de Troie? Parce que finalement, il y a des gens qui ont un accès direct à la grande entreprise. Donc je vous suggère d'utiliser les partenaires. Et là où c'est intéressant, c'est que votre contact, votre premier contact au sein d'un grand groupe, vous avez moyen d'essayer d'en faire un chevalier blanc et d'essayer de transformer l'essai, vous, en direct, et ça va prendre 1 an et demi, 2 ans. Ou bien, vous pouvez l'utiliser comme un appât, c'est-à-dire que vous allez utiliser ce premier prospect que vous avez pour intéresser des partenaires habituels du grand groupe qui peuvent voir votre produit comme un moyen de faire du chiffre supplémentaire avec le grand groupe dont ils ont la charge. Hein? Donc, par exemple, si vous regardez les grandes entreprises d'intégration de services, de Steria, Capgemini, le nom des anciennes Accenture m'échappe, mais Patrick viendra à mon aide. Alors, c'est Arthur Andersen qui a disparu au profit d'Accenture. Accenture, pardon, oui, Accenture ou autre, à chaque fois, dans ces structures, il y a un associé qui est en charge de gérer la relation avec telle partie du groupe, toute la branche énergie de Engie. Bon, bah, il y a dans chacune de ces grands intégrateurs de services un associé qui est chargé d'augmenter le business chez ce client. Et une fois qu'il a vendu tout ce qu'il pouvait en intégration de SAP, de Oracle, etc., eh ben, il peut être à l'écoute de nouveaux outils. Pour donner l'exemple des outils informatiques. Et du coup, aller vers lui en disant « Écoute, j'ai un truc qui intéresse beaucoup les gens de chez Engie, je pense que toi, ça peut t'intéresser de le vendre », peut faire partie des choses qui attirent son attention. Et alors, encore plus fin, c'est quand vous allez proposer à votre interlocuteur dans le grand groupe, non pas d'acheter votre produit, donc vous n'allez pas chercher à vendre, mais vous allez lui proposer de monter un appel d'offres qui comprendra votre produit et qui va proposer à ses suspects habituels. Donc son fournisseur favori, et puis peut-être 1 ou 2 fournisseurs qu'il a envie de tester pour l'occasion. Et subitement, vous devenez celui qui va voir des partenaires en leur disant « Ah, alors voilà, il y a un appel d'offres qui est en train de se monter. Le seul détail, c'est qu'il faudra être membre de mon programme partenaire. Et donc, voilà, cet appel d'offres implique que vous soyez dedans, dans mon programme partenaire. » L'avantage, c'est que vous allez faire une vente directe. Vous allez vendre la formation, les éléments, tous les outils marketing, vous allez vendre des certifications. Vous allez déjà commencer à faire du chiffre au lieu de devoir attendre que le groupe
et accepter l'appel d'offres. Et puis, vous allez voir 3 partenaires sponsorisés que vous l'êtes par le grand groupe. Et si les 3 partenaires rentrent dans votre programme partenaire, ben, il y en a un qui va gagner, le vainqueur, et il va rejouer, puisque ça a fonctionné. Il va très probablement en parler à ses autres clients. Mais qu'est-ce que vous pensez que les vaincus vont faire? Ils ont payé pour être membres de votre programme, ils ont investi du temps, et ils n'ont pas réussi, et ben, ils vont rejouer aussi. Donc vous avez une démultiplication. Ce n'est pas toujours possible de le faire, mais quand vous pouvez le faire, ça nous paraît être la meilleure façon d'optimiser votre contact initial dans le grand groupe, si ce n'est pas un chevalier blanc. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de mon propos, gérer la relation. Alors, si on compare la grande entreprise à un troupeau de gnous, les gnous ne veulent pas de mal à ce petit Simbad. Ils sont juste en train de courir pour fuir le danger. En l'occurrence, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est les méchantes hyènes qui sont envoyées par le méchant roi et qui veut tuer le Simbad qui est l'héritier. Je pense que c'est important d'apporter un peu de culture générale dans cette chronique. Alors, pour éviter de se faire piétiner par le troupeau de gnous, je vous propose d'abord d'être vigilant. Être vigilant, ça veut dire que votre client grand groupe, il va falloir mettre l'énergie nécessaire pour le scruter, pour le mettre sous surveillance. Il va falloir aussi mettre en place travailler vos réseaux internes. On ne réalise pas toujours quand on n'a pas travaillé dans un grand groupe, mais je me souviens de conversations avec des camarades qui étaient dans des grands groupes et expliquaient que de toute façon, eux, 50% de leur temps était consacré à leurs clients, 50% consacré au réseau interne. Et ça me paraît être un minimum. Donc, vous avez besoin de vous constituer vos réseaux internes pour éviter d'être surpris, pour avoir des soutiens le cas échéant et pour surveiller la compétition. Le deuxième point, c'est la prudence. Alors, je vous parle de prudence parce que les gnous ne vous veulent pas du mal. Mais bon, si l'un d'entre eux peut éventuellement faire gagner de l'argent à son entreprise en réussissant à améliorer un contrat qui certes pouvait vous payer beaucoup, mais finalement, vu comme il est écrit, il y a moyen d'eux, il est probable qu'il le fasse. C'est son job. Il est directeur financier, contrôleur de gestion, manager d'une région. Ah ben, il a trouvé un truc facile. Il suffit de vous envoyer un courrier pour vous dire que non, mais là, ça s'arrête. Et vous comptiez sur la fidélité, vous comptiez sur la relation de confiance que vous aviez nouée avec l'utilisateur. Mais l'utilisateur, il peut ne plus avoir les moyens de vous supporter, de vous soutenir. Il peut être dépassé par ça. Donc, je vous rappelle que seuls les écrits restent. Je vous rappelle que les conversations téléphoniques qu'on a avec ses interlocuteurs, c'est super, il faut les faire. Et il faut résumer régulièrement d'une manière pas trop formalisée, mais le petit mail qui rappelle ce qu'on pense avoir compris de la conversation et dans lequel on demande si c'est bien ça, avec quelqu'un qui va dire oui, c'est exactement ça, merci. Ça vaut pour le futur, ça permet d'éviter
que les opportunités soient trop faciles pour les… Je vous rappelle qu'on parle de gens qui font leur métier, qui ont pour job de baisser les coûts dans la structure, de réduire des choses qui apparaissent a priori comme des anomalies alors qu'elles ne sont que des façons de payer plus tard dans le temps. Et quelque part, je vous recommande d'éviter les situations accidentogènes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un exemple où on va comparer deux situations. Dans la première situation, on va donner une exclusivité de distribution. Et je vous propose d'imaginer que ces deux situations, c'est deux entreprises qui ont contracté avec la même et qui ont fait des conditions différentes. La première, donc, cette exclusivité, elle a demandé un investissement minimum, donc c'est-à-dire probablement un engagement de payer au moins 1 million d'euros pour faire de la publicité dans les 10 pays où dans les 10 pays où le grand groupe va prendre l'exclusivité. Bah oui, c'est normal, je vous laisse l'exclusivité sur un produit, évidemment, il ne faut pas que vous vous endormiez dessus. Et puis, je vais vous demander un minimum garanti de 10 millions par an. Et puis, ben, du coup, vous avez une commission de 25%. Qu'est-ce que vaut ce contrat face à celui qui a été fait au même moment avec le même groupe par une autre structure qui, elle, a bien sûr cette exclusivité de distribution, mais a accepté qu'il n'y ait pas d'investissement initial. Il y a toujours ce minimum garanti de 10 millions. Mais en revanche, le grand groupe a proposé de prendre une commission plus faible. Hein, comme je ne te mets pas d'argent initialement, mais du coup, à l'opposé, je prendrai une commission plus faible. Comment est-ce que vous croyez que ça va être vu dans 3 ans? D'un côté, est-ce que je dois mettre mon énergie sur le contrat où on avait mis 1 million et en plus on a 25% de commission? Ou est-ce que je mets mon énergie sur ce contrat qui n'avait rien coûté et en plus il ne nous rapporte que dalle? Sans compter que pour l'entrepreneur, la situation n'est pas tout à fait la même. L'entrepreneur, il pensait que finalement ça valait le coup parce qu'il allait gagner plus d'argent en laissant une commission plus faible au grand groupe. Il était content. 3 ans après, son contrat s'arrête au profit de celui qui avait été plus ferme et qui avait exigé un engagement. Voilà ce que j'appelle les situations accidentogènes. Dernier point, la proactivité. Vous devez aider au succès de l'opération. Ce n'est pas parce qu'on a signé que le deal va se faire. Ce n'est que le début. Donc vous allez en général devoir mettre un effort sur la table qui est à proportion de l'enjeu, à proportion du contrat que vous avez signé. Et il va falloir mettre des moyens dedans. Typiquement, vous vendez à un grand groupe qui a des multiples succursales un peu partout. Il ne faut pas imaginer que le grand groupe va expliquer à chacune des succursales qu'on a un nouveau produit qu'on va vendre, que ce nouveau produit, voilà comment il faut le vendre, que les PLV, les voilà, etc. Vous avez gagné en général un droit d'aller visiter les succursales en leur disant « Ah, ben on a signé avec vous, donc je venais vous expliquer comment ça fonctionne, comment vous pouvez gagner de l'argent vous-même à votre niveau, quel intérêt il y a à travailler et à développer cette nouvelle activité, comme le groupe vous l'a demandé un peu légèrement, mais il y a une vraie raison pour vous à votre niveau. » Et du coup, puisqu'il va falloir y mettre les moyens, eh ben, ça souligne l'importance d'avoir bien pricé sa vente, d'avoir vendu au juste prix et pas, comme on voyait au tout début de cette intervention, avec un prix qui a été massacré parce qu'on est en train de faire un test avec quelqu'un qui est en bas de la chaîne. Donc voilà l'état de nos réflexions sur
cette relation entrepreneur-grand groupe. Et j'espère que ça va vous aider à y voir plus clair dans cette option, qui reste une option valable et intéressante, bien sûr. Alors, nous avons une remarque de Florian qui dit ça me rappelle les conclusions d'une thèse sortie en France en 2003, écrite par Sébastien Jumel, sur le thème du corporate venture. Presque 20 ans après, rien n'a changé ou presque. Fascinant autant que terrifiant. On peut dire effectivement, Jean-Christophe, que ça fait des années qu'on observe qu'il est difficile pour un entrepreneur de maîtriser cette relation avec un grand groupe entre fascination et complexité. On est dans un monde où les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Donc, c'est tout à fait la même chose avec les autres pays, hein. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que ceux qui arrivent à bien monter des deals avec les grands groupes ont souvent cette expérience des grands groupes. Euh, je regardais l'histoire de Thomas Siebel. Thomas Siebel est parti d'Oracle et il a monté Siebel System, qui est devenu un des leaders dans les CRM avant que les grands groupes Oracle et autres se décident à racheter à racheter les CRM pour les intégrer Suite logicielle. leur catalogue. Donc il faut dire qu'à l'époque où Thomas Siebel se lance, c'est un marché qui doit faire 200 millions et quand il vend sa boîte, c'est un marché qui fait une dizaine de milliards. Et Thomas Siebel, c'était un exécutif chez Oracle. Il leur a proposé, ils n'ont pas voulu, il fait le truc et 10 ans après, Oracle le rachète. Et on a la même chose avec Business Object. Ce sont des dirigeants d'Oracle France, ils proposent le dossier à Oracle, qui regarde, qui dit non, 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 hop, ils montent Business Object et ils se développent avec l'appui d'Oracle, en connaissant très bien l'organisation, en sachant faire du piggyback dessus. Et donc, c'est à la fois rien n'a changé, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça change. Il faut juste admettre que c'est comme ça et s'adapter et adapter sa politique à cet état des faits. Ok, merci beaucoup.